Par une matinée étouffante dans le détroit d'Ormuz, 23 vedettes rapides iraniennes rompirent leur formation et pointèrent leurs proues directement vers l'USS Abraham Lincoln. Aucun contact radio, aucun transpondeur d'identification, rien que 23 engins d'attaque rapide à propulsion diesel, fonçant vers un porte-avions nucléaire de 100 000 tonnes à 60 nœuds. Les équipages s'étaient entraînés pour ce moment. Ils croyaient que la vitesse et le nombre suffiraient à submerger les défenses américaines. Ils ignoraient qu'ils allaient recevoir une leçon sur ce qui arrive quand des embarcations bon marché défient un groupe de combat aéronaval équipé de systèmes d'armes dont la valeur dépasse l'ensemble du budget naval iranien. L'Abraham Lincoln ne naviguait pas seul. 2 destroyers de classe Harley Burke encadraient le porte-avions à 4000 yards de distance. L'USS Thomas Hudner sur tribord-bâbord, l'USS Mason sur tribord. Entre eux, un patrouilleur de classe Cyclone baptisé Saraka progressait à 25 nœuds en assurant la couverture rapprochée. Son équipage de 28 hommes détecta les contacts entrants avant tout le monde. À 18 milles nautiques, ces embarcations ressemblaient à de simples bateaux de pêche sur les écrans radars. À 12 milles, le schéma devint limpide. Ce n'était pas du trafic commercial, c'était une attaque en essaim coordonné, tirée droit du manuel opérationnel des gardiens de la révolution islamique. Quelques instants plus tard, l'officier d'action tactique à bord du Lincoln donna l'ordre. Les hélicos au décollage. 2 MH-60R. Seahawk s'arrachèrent du pont d'envol. Les turbomoteurs General Electric hurlaient. Mitrailleuses M240 en porte sur les flancs. Missiles à GM-114 Hellfire chargés sur les pylônes extérieurs. La mission était simple, coller à l'essaim, identifier les menaces, engager si les règles d'engagement étaient remplies. Les pilotes grimpèrent à 1500 pieds et virèrent en direction de la formation entrante. De cette altitude, ils voyaient tout. 23 embarcations en formation en V lâche. Des sillages d'écume blanc vif sur une eau sombre. Certaines vedettes portaient des lanceurs de roquettes visibles. D'autres arboraient ce qui ressemblait à des mitrailleuses lourdes sur des affûts de fortune. Guerre asymétrique classique. Noyer des défenses sophistiquées sous le nombre et l'agressivité. Minutes après, les vedettes iraniennes se scindèrent en 3 groupes. 14 maintinrent leur cap vers le porte-avions. 6 obliquèrent vers le Mason. 3 accélérèrent en direction du Thomas Hudner. La vitesse grimpa de 60 à 70 nœuds. Les nouvelles embarcations étaient battées plus rapides que les renseignements ne l'avaient prédit. Probablement des variantes de classe Cirage. Coque en fibre de verre, double motorisation diesel, capable d'atteindre 85 nœuds par mer calme. Chaque vedette coûtait peut-être 400 000 $. Le porte-avions qu'elle chargeait en valait 13 milliards. Les mathématiques n'avantageaient personne. Le centre d'information de combat à bord du Lincoln passa du mode routine au mode concentration maximale en quelques secondes. Les quartiers-maîtres étiquetèrent les contacts. Les officiers vérifièrent les vecteurs de menace. En moins de 90 secondes, chaque bâtiment du groupe de combat savait exactement où allèrent ses vedettes et à quel moment elles entreraient dans la zone d'engagement. Les Iraniens étaient à 8 minutes. Pour les équipages américains, c'était une éternité. Suffisamment de temps pour se préparer. Suffisamment pour espérer que les esprits calmes finiraient bas par l'emporter. Il convient de parler du système d'armes de défense rapproché Phalanx, car comprendre cette machine est indispensable pour comprendre ce qui se passa ensuite. Le Phalanx est un canon rotatif M60 et un Vulcan de 20 mm monté sur une tourelle autonome. 6 canons rotatifs en configuration bloc 1B. Cadence de tir 4500 coups par minute. Soit 75 pénétrateurs en tungstène franchissant la ligne de tir chaque seconde. Le système dispose de son propre radar de recherche et de poursuite, de son propre calculateur de conduite de tir, de ses propres algorithmes décisionnels. En mode autonome, il n'attend pas l'autorisation humaine. Il détecte une menace, il calcule la solution de tir, il ouvre le feu. La séquence d'engagement prend moins de 2 secondes de la détection au premier coup. La portée efficace est d'environ 4000 yards, mais le Phalanx n'engage pas à distance maximale. Il attend, piste, calcule. Plus la cible est proche, plus le groupement est serré, plus la probabilité de destruction est élevée. L'engagement typique se produit autour de 1600 yards, moins d'1 mile nautique.
À cette distance, une vedette filant à 70 nœuds couvre l'écart restant en environ 40 secondes. Il n'y a plus de place pour l'hésitation, plus de temps pour les décisions en comité. L'ordinateur tranche. La version Block 1B apporta quelque chose de décisif pour exactement ce type de scénario. Un capteur infrarouge à visée frontale avec mode surface. Le Phalanx d'origine était conçu pour détruire des missiles entrants, des cibles rapides à haute altitude. La modernisation lui permit de pister et d'engager de petites embarcations rasant la surface des vagues. Les vedettes des gardiens de la Révolution devinrent des cibles légitimes. Le surnom du système est R2D2. Le son du canon évoque une fermeture éclair industrielle déchirant une tôle d'acier. Ce qu'il fait à des coques en fibre de verre n'a rien de plaisant. Le moment arriva. 3 vedettes rompirent la formation et foncèrent sur le Thomas Hübner à pleine puissance. Proue haute, moteur rugissant. Pas de coup de semonce, pas de transmission radio. Une agression pure. Elles se rapprochèrent, 3500 yards, 2500, 1500. Les règles d'engagement étaient d'une clarté absolue. La force défensive est autorisée dès lors qu'une intention hostile est démontrée. 3 vedettes chargeant un destroyer à vitesse de combat avec des armes visibles à bord. Voilà ce qu'est une intention hostile. L'officier des systèmes d'armes du Hübner donna l'ordre. Phalanx en mode d'engagement autonome des menaces de surface. La première tourelle Sea-Wiz pivota. Le radar accrocha la vedette de tête à 1800 yards. L'ordinateur vérifia les critères de menace. Approche, rapprochement, armée. Les canons se mirent à tourner. 75 coups par seconde. La vedette de tête ne coula pas. Elle se désintégra. Les pénétrateurs en tungstène de 21 mm ne percent pas la fibre de verre. Ils la lacèrent. La proue explosa en premier. Le compartiment moteur ensuite. Les réservoirs de carburant s'embrasèrent. Ce qui avait été une vedette rapide devint un nuage de débris et de fumée noire en moins de 4 secondes. Le Phalanx avait tiré 137 coups. Coût de l'engagement, environ $6 300. La vedette détruite en valait peut-être 400 000. Mais les 3 marins iraniens à bord étaient irremplaçables. Ils sautèrent par-dessus bord avant la dernière rafale et flottaient dans l'eau, sonnés mais vivants. La deuxième vedette vira brutalement sur la gauche. Trop tard. Un hélicoptère Seahawk la pistait depuis l'altitude. Le pilote pressa la détente de sa mitrailleuse M240 en porte. Des munitions de 7,62 mm brodèrent ça la surface de l'eau. Une traçante tous les 5 coups. Le tireur promena sa rafale sur la poupe de la vedette. Bloc moteur perforé, conduite de carburant sectionnée. L'embarcation perdit sa propulsion et dériva sans vie, son équipage se débattant pour enfiler des gilets de sauvetage. La troisième vedette fit demi-tour à 50 nœuds dans la direction opposée. Mais le patrouilleur de classe Cyclone Saraka se rapprocha à 2200 yards. Son canon automatique MK-38. Mode 2 Bushmaster prit en chasse la cible en fuite. Le système de conduite de tir verrouilla. Le tireur obtint l'autorisation. Le M242 Bushmaster se mit au travail. 200 coups par minute, obus explosif de 25 mm, une traçante tous les 4 coups. La première rafale tomba courte. Des geysers d'eau jaillirent à 50 yards derrière l'embarcation. Le tireur corrigea. La deuxième rafale fit mouche. La coque en fibre de verre ne pouvait pas arrêter des munitions militaires voyageant à 900 mètres par seconde. Les obus traversèrent le tableau arrière, le moteur, la proue. La vedette ralentit, s'immobilisa, commença à couler. L'équipage abandonna le bord en quelques secondes. 3 Iraniens de plus dans l'eau. 3 leçons de plus apprises à la dure. Puis le silence. L'engagement avait duré 97 secondes du premier coup au cessez-le-feu. 3 vedettes neutralisées. 0 perte américaine. 0 dommages sur les navires américains. Les 20 vedettes iraniennes restantes se dispersèrent. Certaines battirent en retraite à vitesse maximale. D'autres tournèrent en rond à distance de sécurité, observant, enregistrant, comprenant que ce qui leur avait semblé une opportunité n'avait été qu'une démonstration soigneusement maîtrisée de la puissance de feu américaine. L'Abraham Lincoln ne dévia pas de sa route d'un seul degré. Pas le moindre changement de cap, pas le moindre ajustement de vitesse. 13 milliards de dollars de puissance navale américaine traversant le détroit d'Ormuz
comme si 23 vedettes étrangères, bourdonnant autour, méritaient à peine qu'on révise la ration de café. Mais la moisson du renseignement était stupéfiante. Chaque émission radar de ces vedettes avait été captée et cataloguée. Chaque signature moteur enregistrée. Les schémas de manœuvre analysés. Les nouvelles variantes de classe Siraj n'étaient pas plus rapides que prévu. Les équipages iraniens montraient une meilleure formation que lors des confrontations précédentes. Ils avaient scindé leur formation avec intelligence. Ils avaient utilisé le masquage derrière les navires de commerce. Ils avaient fait preuve de compétences, tactique. Tout cela fut catalogué, archivé et intégré par les analystes américains dans leur planification future. Voici comment les tactiques en essaim sont censées fonctionner et pourquoi elles échouèrent de façon si retentissante. La théorie est simple, submerger des systèmes de défense sophistiqués avec des actifs bon marché, rapides et jetables. Un destroyer emporte peut-être 600 missiles, des milliers d'obus. Mais ces soutes ne sont pas infinies. Envoyez suffisamment de vedettes, et à un moment les mathématiques penchent du côté de l'essaim. Certaines embarcations passent. Certaines atteignent la distance de tir pour des missiles anti-navires ou des torpilles. Certaines percutent la cible. C'est la guerre navale réduite à son arithmétique la plus brute, la quantité contre la qualité. Le problème, c'est l'exécution. Les tactiques en essaim fonctionnent quand le défenseur ne peut pas pister toutes les menaces simultanément, quand les capteurs sont saturés, quand les opérateurs humains se figent sous la pression. Mais les réseaux de capteurs de la marine américaine moderne ne se saturent pas. Le radar S-Peigar 1D à bord du Mason pista les 23 vedettes en continu. Le Phalanx engagea de manière autonome les menaces les plus proches. Les Seahawks assurèrent la couverture aérienne et le tir de précision. Le patrouilleur de classe Cyclone intercepta les fuyards. Ce fut une défense en profondeur exécutée à la perfection. Chaque vecteur de menace couvert, chaque brèche comblée. L'Iran affine ses tactiques en essaim depuis la guerre des pétroliers des années 80. Le pays a investi dans des vedettes plus rapides, de meilleures armes, une formation améliorée. Mais le problème fondamental demeure sans solution. La vitesse et le nombre ne comptent que si l'on peut réduire la distance sans être détruit. Et les systèmes défensifs américains ne cessent de s'améliorer pour empêcher précisément cela. L'analyse des coûts se passe de commentaires. L'Iran déploya 23 vedettes. Chaque embarcation consomma environ 200 gallons de diesel pour cette mission de 2 heures. Le carburant seul représentait environ $9 000. En ajoutant les soldes des équipages, la maintenance et les frais opérationnels, l'opération entière avoisinait les $50 000. Les 3 vedettes détruites représentaient environ $1 200 000 en pertes matérielles réelles. En ajoutant la valeur renseignementaire de la doctrine tactique exposée, le coût en propagande des 3 embarcations neutralisées, l'humiliation d'une retraite après engagement, le coût total iranien approchait les $5 millions, tous facteurs inclus. Les États-Unis dépensèrent 137 obus Phalanx à environ $46 chacun, soit $6 300. Environ 225 obus Bushmaster de 25 mm à environ $50 chacun, soit $11 000. Carburant pour les hélicoptères et munitions de 7,62 mm, encore $3 000. Dépenses américaines totales, environ $20 000 en consommables. Les systèmes d'armes eux-mêmes ne sont pas consommables. Ils rentrent à la base, prêts pour le prochain engagement. Mais le vrai coût ne se mesure pas en dollars. Il se mesure en dissuasion érodée. Chaque attaque en essaim avorté enseigne aux adversaires potentiels que défier des groupes aéronavals américains avec des vedettes est un théâtre coûteux. Chaque embarcation neutralisée diffuse un message simple. Nous vous voyons arriver. Nous vous pistons en permanence. Nous vous donnerons une seule chance de faire demi-tour. Après cela, les mathématiques changent définitivement. Les 3 équipages iraniens repêchés dans l'eau furent remis à des bâtiments des gardes-côtes iraniens quelques heures plus tard. Courtoisie professionnelle, droit maritime international. Ils rentrèrent chez eux avec des histoires que leur commandant ne souhaitait probablement pas voir circuler. Des histoires sur des systèmes d'armes qui avaient ouvert le feu avant que l'œil humain ait le temps de cligner. Sur des obus en tungstène qui transformaient des vedettes en confettis. Sur des hélicoptères qui attaquaient selon des angles impossibles à contrer. Le bouche à oreille se propage plus vite que la propagande dans les armées fermées.
Ces histoires comptent. Dans les heures qui suivirent, le groupe de combat de l'Abraham Lincoln continua sa route vers le sud à travers le détroit d'Ormuz. Les exercices d'entraînement reprirent dans l'après-midi. Les équipages dînèrent à heure normale. L'incident fut consigné, rapporté et analysé. Routine habituelle pour un groupe aéronaval qui gère plus de complexité avant le petit déjeuner que la plupart des marines n'en traitent en un mois. 72 heures plus tard, les médias d'État iraniens diffusèrent des images soigneusement montées montrant de courageux marins des gardiens de la Révolution défiant la flotte américaine. Propagande à usage domestique. Les journaux de navigation racontaient une toute autre histoire. Le porte-avions avait suivi une ligne parfaitement droite tout au long de l'incident, traitant 3 charges agressives de vedettes avec le même degré d'inquiétude que la plupart des gens réservent aux mouettes envahissantes lors d'un pique-nique sur la plage. Voilà ce qu'est la dissuasion moderne en action. Pas d'explosion, pas de décompte des pertes, juste une démonstration de 97 secondes montrant que défier un groupe aéronaval avec des vedettes vieillissantes, c'est comme défier un grand maître aux échecs en annonçant ses coups 3 tours à l'avance. L'échiquier appartient à celui qui contrôle l'information. Et l'information appartenait entièrement à l'Amérique. Le détroit d'Ormuz demeura ouvert ce matin-là. Aucune crise internationale ne s'embrasa. Aucun incident réclamant des explications. Juste 20 vedettes rentrant chez elles avec des menaces vides et des comptes rendus circonstanciés. Pendant que le groupe de guerre le plus puissant jamais assemblé continuait sa route vers le sud sans manquer un pas. Certaines leçons s'enseignent avec une force écrasante. Celle-ci fut enseignée avec une précision écrasante. Et pour le commandement des gardiens de la Révolution islamique, cette efficacité silencieuse piqua probablement plus douloureusement que le plus intense des barrages de missiles. Ils venaient m'en chercher une confrontation. Ils eurent droit à un stand de tir.